bien, salut à vous, bienvenue dans ce troisième épisode du projet RU, Résilience urbaine économique. Donc encore une fois, je vais rappeler un petit peu le principe de cette série de vidéos. L'idée, c'est de survoler un petit peu la préparation minimum thématique par thématique pour un urbain au petit budget. Donc ce troisième épisode, vous l'avez vu, va être sur tout ce qui est énergie, aussi bien pour la cuisine que pour l'éclairage comme la communication. Bien souvent, quand on parle de rupture de la normalité, ça va être vraiment le cœur de la thématique, la rupture d'approvisionnement sur tous les consommables qui tiennent vraiment en perfusion nos logements, aussi bien l'eau, mais j'en ai déjà parlé, que le gaz et l'électricité. Dans beaucoup de situations, ces énergies-là peuvent être coupées, donc on va voir pôle d'utilisation par pôle d'utilisation, comment trouver des solutions qui vont nous permettre d'être hors réseau le temps de la crise. On va donc commencer par la thématique de la cuisson, qui est un pôle extrêmement important, comme on l'a vu dans les vidéos précédentes. Vraiment quotidiennement, on va avoir besoin de ces systèmes énergétiques, aussi bien pour faire bouillir de l'eau que pour cuisiner, même plusieurs fois par jour. Et donc si on a une coupure d'électricité ou une coupure de gaz, on peut rapidement se retrouver sans système de cuisson. Pour beaucoup de logements, leur système de cuisson actuel est comme ici, une gazinière raccordée au gaz de ville. Donc c'est un système qui est très pratique, mais le fait d'être dépendant d'un apport extérieur nous rend donc vulnérables. Le système le plus pratique, le plus simple à mettre en place et le plus confortable à se servir en cas de crise est de prévoir les kits d'adaptation pour gaz en bouteille. Bien souvent, quand vous achetez une gazinière, ils sont fournis avec. C'est-à-dire aussi bien le système de raccordement à la bouteille que le flexible qui permet de raccorder la bouteille à la gazinière, ainsi que les gicleurs qui ne sont pas les mêmes. Les personnes qui utilisent du gaz en bouteille le savent, des bouteilles de 6-12 kg ou même plus durent extrêmement longtemps à l'échelle familiale. Donc ça va être un système qui va être intéressant de prévoir, surtout qu'il demande un investissement quand même mineur. Pour les autres logements équipés de plaques électriques, c'est très souvent le cas en ville, il va vous falloir prévoir un autre système de cuisson qui va vous permettre d'être plus indépendant que le système électrique. Éliminer directement les mauvaises idées qui sont, je pense, la cuisson par le feu. Déjà par le manque de place, tous les logements ne vont pas avoir l'espace disponible pour comme ça cuisiner au feu du jour au lendemain. Ceux qui ont une cour ou un petit jardin pourront y penser, seulement on en arrive à la problématique du feu en milieu urbain. Déjà, le travail que ça vous demande et l'approvisionnement en combustible, qui sera donc une problématique quotidienne. Également le problème du danger, du feu en milieu urbain. Le risque d'incendie en ville n'en serait que majoré, surtout en période de crise et d'effondrement, dans lesquels les pompiers auront sans doute autre chose à faire que de venir s'occuper d'un quartier ou d'un pavillon dans lequel il y aurait eu le feu. Comme système de cuisson au bois, on pourrait penser au barbecue, qui est plus sécurisé qu'un feu ouvert au sol, puisque donc on a un récipient métallique qui pourrait contenir notre feu. Donc ça pourrait quand même être une solution de dépannage. Ou même par exemple au système de rocket stove en briques. Je vous avais fait une vidéo il y a quelques temps sur sa fabrication, c'est un excellent système pour économiser du bois, je vous mets le lien juste ici. Donc, en plus du problème d'approvisionnement et du problème du risque du feu, en fonction de la situation, on pourrait aussi rajouter les problématiques de manque de discrétion du feu, qui est donc un système qui forcément va se faire dehors. Il y aura donc de la fumée, de la lumière la nuit, et c'est pas un système avec lequel vous allez être le plus discret. Encore une fois, en fonction de la situation et en fonction du niveau de sécurité du coin, ça va pas forcément être le plus intéressant que de s'afficher à l'extérieur en train de cuisiner tranquillement si la situation est complètement dégradée et que ça pourrait intéresser du monde. On a donc d'autres systèmes de cuisson qu'on va pouvoir utiliser à la place du feu. Le plus pratique et le plus propre et le plus sécurisé, ça va quand même être le système au gaz, on revient dessus. C'est un système qui demande quand même du stock et du matériel et un investissement minimum, mais ça va vraiment être le système le plus pertinent en milieu urbain, donc je pense que c'est un bon choix de se pencher dessus. Bien évidemment, dans l'idéal, on va essayer de ne pas se pencher sur des petits systèmes qui sont prévus pour la randonnée. La contenance en gaz est vraiment minimum et les réchauds vont être trop petits et pas assez puissants pour nous permettre une consommation normale et confortable. L'idéal, ce serait de se pencher sur des systèmes beaucoup plus puissants, plus familiaux, qui vont nous permettre une cuisson quand même plus rapide et plus efficace. Mais on en arrive quand même au problème du choix de la cartouche. Là, on reste sur une cartouche spéciale randonnée qui demande un investissement minimum. Et donc l'idéal, ce serait de se pencher sur des systèmes à cartouches perçables. Je vous en avais également déjà parlé, parce que ça va être le système le plus économique, ce qui va nous permettre, avec le même budget gaz, avec le même budget préparation,
avoir un stock plus conséquent. Les systèmes à cartouches perçables ont quelques défauts, notamment le souci qu'on ne puisse pas démonter les cartouches du réchaud une fois qu'elles aient été installées, mais dans notre situation, on reste quand même retranché au domicile, et donc c'est pas vraiment un souci pour nous. Les avantages qu'elles ont, ces cartouches-là, c'est qu'elles sont déjà très économiques, parce qu'on est à peu près dans les 2 € et quelques la cartouche, parfois moins. Par exemple, ça peut descendre en situation de promotion à ces prix-là, donc ce qui va être intéressant pour nous pour constituer un stock minimum. Leur deuxième avantage, c'est leur disponibilité, parce que ces cartouches perçables-là, à la norme C200 ou C220, sont également utilisées pour d'autres systèmes comme notamment les chalumeaux de bricolage. Ce qui fait qu'on trouve ces cartouches-là dans énormément de commerces, ce qui donc nous facilite l'approvisionnement et également les possibilités de récupération au dernier moment. Une cartouche de ce type, on est environ dans les 190 grammes de combustible. Selon les fabricants, ça va nous permettre de chauffer avec un réchaud standard, de faire bouillir environ une quinzaine de litres d'eau. Et donc pour nous, comme d'habitude, pour compter large et pour compter facilement, on va se dire qu'une telle cartouche va nous durer 2 jours pour une personne. Comme ça, on est sûr d'avoir de la marge et de ne pas arriver à court de combustible. Donc on va prévoir ce type de réchaud qui utilise donc les cartouches perçables C200. L'avantage de ces réchauds-là, c'est qu'ils sont très communs, on va dire c'est les réchauds de camping de monsieur, madame, tout le monde. C'est pas des réchauds spéciaux, spécial randonnée, spécial survie, spécial survivalisme. On est sur des réchauds basiques qui sont entre 5 et 10 €, en tout cas pour ce modèle-là. Mais c'est également possible de se pencher sur des systèmes d'occasion, comme dans tous les sujets traités. S'intéresser à du matériel d'occasion quand il y a un investissement à faire permet quand même de récupérer du matériel souvent de bonne qualité et durable pour un coût moindre. Donc là par exemple c'est le bon vieux bleuet de chez Camping Gaz que vous pouvez trouver dans la plupart des bric-à-brac. Ça fait le travail sans souci et ça utilise les mêmes cartouches perçables. Un autre système sur lequel on pourrait se pencher, ce serait les réchauds à alcool. Eux ils ont l'inconvénient quand même d'être assez dangereux, parce qu'étant donné qu'on utilise un système avec un combustible liquide, il y a quand même un risque en milieu urbain qu'il se renverse et donc de créer un incendie. Parce que l'autre inconvénient, ça va être leur faible puissance, parce que donc avec des réchauds à alcool, ça va être souvent très compliqué de réussir à faire bouillir de l'eau, mais il va quand même nous être utile pour par exemple réchauffer des boîtes de conserve, l'aliment étant déjà cuit. Et donc pour ce type de tâche, il va nous permettre d'économiser le combustible gaz. Et surtout si la crise se prolonge, peut-être que le gaz sera beaucoup moins accessible et donc on sera obligé de se pencher sur ces systèmes-là dans lesquels on n'aura pas forcément pensé dans un premier temps. Donc on va pouvoir s'intéresser et récupérer aussi bien de l'alcool comme ça ménager que de l'alcool un petit peu plus fait pour les cheminées décoratives là. Ou même vraiment en dernier recours des systèmes comme ça de gel pour les mains, désinfectants qu'on aura peut-être récupéré en pharmacie ou dans d'autres kits. Donc, le réchaud alcool, c'est un système sur lequel on peut se pencher parce que bien souvent dans les familles, dans les maisons, on va pouvoir récupérer des réchauds comme ça type à fondu, et qui donc est un système assez économique dans lequel on va pouvoir consommer directement de l'alcool liquide. Ces systèmes-là fonctionnent aussi avec des pastilles, des paquets d'alcool solidifié spécialement pour réchaud à fondu, qui sont également une option à considérer. Mais quitte à stocker un produit, autant stocker du gaz que s'embêter avec quelque chose de moins puissant. Vraiment en dernier recours, c'est toujours possible avec les systèmes à alcool de se fabriquer ses propres réchauds. Comme vous connaissez déjà sûrement, aussi bien pour de la randonnée que pour de la survie, on peut fabriquer ce type de petits réchauds à alcool à partir de canettes de récupération. Ce qui peut donc être intéressant en milieu urbain, étant donné qu'on va pouvoir réutiliser des déchets si on est vraiment dans le besoin. Il y a quand même quelques avantages aux réchauds à alcool, c'est-à-dire que comme les réchauds à gaz, on va avoir un système discret qui ne fait pas d'odeur, qui ne fait pas de lumière et qui ne fait pas de fumée. Et donc on va pouvoir être discret en milieu urbain sur nos consommations d'énergie et sur notre préparation de nourriture par exemple. Donc après toute la sphère un petit peu cuisson, cuisine, on va pouvoir se pencher plus au côté éclairage de l'énergie. Les systèmes pour s'éclairer, le premier et le plus évident, ça va être des systèmes électriques mais autonomes, qui ne sont pas raccordés au secteur. Donc à mon sens, la première chose à prévoir, que vous avez sûrement déjà, ça va être toute la sphère des lampes électriques, aussi bien bâton que frontal ou comme ça un peu plus à pad. Tous ces systèmes-là marchent à pile et ils vont vraiment être les systèmes de base pour nous permettre de nous éclairer le soir dans le logement. Si je devais prioriser, je vous dirais quand même de récupérer une lampe frontale, peu importe le modèle, parce que c'est un type de lampe qui a quand même l'avantage
de nous permettre d'utiliser nos deux mains tout en nous éclairant, ce qui peut être vraiment utile en situation dégradée. Pour vos lampes individuelles, surtout pensez au stock de piles dans des quantités qui vont vous permettre de durer le temps de la crise. Donc dans l'idéal, choisissez des systèmes de lampes qui utilisent les piles AA ou les piles AAA. Tout simplement parce que c'est les piles de base qu'on retrouve le plus souvent. Donc c'est plus intéressant d'utiliser ces piles-là qui sont les standards que des piles complètement anecdotiques ou plus rares comme des piles D ou des CR 123. Étant donné que c'est des piles standards, ça va être un petit peu la même histoire que pour la standardisation des munitions. On a quelque chose de très répandu et donc de très facile à se procurer. Et qui également intéresse le plus de monde au troc. Donc après ces lampes là, vraiment à l'échelle individuelle, on va rentrer un petit peu dans tout ce qui est lampes collectives qui vont éclairer des pièces ou servir à plusieurs personnes. Donc le système auquel on pense directement, ça va être toute la sphère des bougies. C'est vraiment un système de base que tout le monde devrait avoir d'avance chez soi parce que pour s'éclairer assez facilement, c'est un système pratique et qui surtout demande un minimum d'investissement. Parce que bien souvent des plaques comme ça d'une centaine de bougies chauffe-plat coûtent dans les 3 €, donc vous allez pouvoir facilement vous faire des stocks. Et surtout, le fait d'avoir plein comme ça de petites bougies plutôt que peu de grosses bougies, ça vous permet de portionner, même de faire du troc ou de dépanner le voisinage. Personnellement, j'aime autant utiliser ces grosses bougies-là, c'est des bougies chauffe-plat mais géantes, qui ont l'avantage de durer chacune 10 heures. Donc on va pouvoir consommer une bougie par soirée. En plus, comme elles sont plus volumineuses, la flamme aussi, et donc l'éclairage n'en est que meilleur. Alors évidemment, avec nos bougies comme avec nos réchauds, il faudra penser à stocker de quoi faire du feu. C'est très important. Le plus pratique, ça reste quand même le briquet, et c'est assez simple de se faire des stocks assez facilement, puisque comme ça, des lots de 5 briquets qui vont nous durer quand même assez longtemps, souvent on peut les trouver à 1 €. Les allumettes sont également un très très bon système. Des boîtes comme ça, on va dire familiales, ça se trouve assez facilement. Mais je vous conseille aussi de prévoir des petites boîtes d'allumettes, tout simplement pour dépanner ou encore une fois faire du troc. Ce qui évite de faire partir dans la nature une ou plusieurs de nos grosses boîtes, qui elles durent beaucoup plus longtemps. On pourra également penser aux bouteilles de recharge de briquets. Si vous avez une ou deux bouteilles comme ça, vous allez pouvoir dépanner pas mal de monde ou même recharger vos propres systèmes de feu. Et clairement, avec ça, vous durez longtemps. Et donc pour ce qui est des autres systèmes d'éclairage collectif, on va pouvoir aborder les différentes lanternes. Donc, le plus pratique et le moins dangereux, ça va être les lanternes électriques, que ce soit à pile ou rechargeables. On trouve aujourd'hui énormément de systèmes différents. Dans l'idéal, je vous conseille, que ce soit d'ailleurs aussi bien pour les lanternes électriques que pour les lampes torches, de prévoir des systèmes à dynamo, puisqu'ils ne seront donc pas dépendants de vos stocks de piles pour leur fonctionnement. Aujourd'hui, même de plus en plus de modèles permettent de recharger vos téléphones portables, par exemple, ce qui est un excellent point. Mais ces lanternes électriques, on va dire spéciales camping, demandent quand même un investissement minimum. C'est pourquoi la solution du pauvre que je pourrais vous conseiller, ce serait de récupérer comme ça des petites lanternes de jardin solaires. En plus de coûter que quelques euros, ils sont complètement autonomes parce que vous pourrez donc les charger la journée et vous servir d'une lampe LED le soir. Mais l'avantage qu'on peut leur trouver aussi, c'est que la plupart du temps, ils fonctionnent avec une pile AAA rechargeable déjà fournie, ce qui nous permet donc de se servir de ce système-là, en plus de s'en servir comme une lampe solaire pour le soir, et bien de s'en servir comme chargeur de piles. Parce que donc une fois arrivé au soir, vous pourrez aussi bien vous servir de ces piles AAA rechargées pendant la journée, aussi bien pour vous éclairer avec une lanterne que pour alimenter vos lampes frontales. Donc c'est pas extrêmement puissant, sur ce système-là on a une seule LED mais il y a plein de modèles différents, mais clairement dans le noir ça peut suffire le soir. Et donc sinon, comme d'autres systèmes de lampes, on va pouvoir retrouver par exemple les lanternes à bonnette, à gaz, qui ont l'avantage d'utiliser les mêmes cartouches perçables que notre réchaud. Donc encore une fois, standardisation de notre matériel. Il faudra prévoir pour ces lampes-là des bonnettes de rechange, donc c'est un inconvénient, le système n'est pas complètement autonome et durable comme une lampe à dynamo. En plus de ça, c'est une lampe qui reste assez bruyante à l'usage, mais c'est un système d'éclairage qui est quand même assez puissant, surtout en intérieur, vous allez pouvoir vous éclairer super bien. Et sinon, l'autre choix, un petit peu plus à l'ancienne, donc ça peut être les lanternes à pétrole. Donc de la même façon qu'il fallait prévoir des bonnettes pour les lampes à gaz, il faudra prévoir des mèches de rechange pour les lampes à pétrole. C'est un système qui est moins puissant mais qui fait quand même le travail. Donc ça utilise du pétrole désaromatisé ou du pétrole lampant.
Ce type de pétrole, vous pouvez le trouver comme ça au litre, mais c'est aussi possible de l'acheter en grosse quantité par bidon de 20 litres ou même plus pour les poêles à pétrole, dont on va parler après. En plus de la cuisson et de l'éclairage, on se sert également de l'énergie dans nos logements pour le chauffage, pour la thermorégulation. C'est une thématique qui peut être facilement couverte, étant donné que chez vous, vous allez déjà avoir des couches de vêtements supplémentaires et tout ce qui est couverture et sac de couchage, etc. C'est un confort qu'on va être obligé d'un petit peu rogner si on veut rester dans la problématique du petit budget. Dans l'idéal, vous pouvez peut-être investir dans un poêle à pétrole, dont j'ai parlé un petit peu avant, mais ça reste un investissement minimum. Les personnes les plus avantagées sur cette thématique-là vont être les personnes qui vont avoir un logement équipé d'une cheminée ou d'un foyer fermé. Mais sinon, ça va être une sphère sur laquelle on ne va pas pouvoir tellement agir. C'est compliqué de mettre en place en milieu urbain un système pour nous permettre de chauffer l'appartement comme ça, qui soit sans risque et qui soit petit budget. Clairement, à part cramer des meubles dans le salon, vous n'allez pas pouvoir faire grand-chose. Donc la quatrième partie, ça va être l'utilisation de l'énergie pour la communication, pour le renseignement. C'est quelque chose de très important. Aujourd'hui, on se sert de l'électricité, oui, au quotidien, pour cuisiner, pour s'éclairer, mais on se sert surtout beaucoup de l'énergie pour l'information. Télé, radio, ordinateur, aujourd'hui tout le monde se sert de ça au quotidien, et rapidement, en cas de coupure électrique, ça disparaîtra. Mais on va quand même pouvoir conserver un petit peu d'informations avec les systèmes de radio à pile. C'est quelque chose dont on parle souvent en survivalisme. C'est important de pouvoir garder les informations de la zone où vous êtes. Commencez déjà par mémoriser et noter les bandes FM de la région où vous êtes, des radios d'information, notamment France Bleu, France Info, ou même les radios de votre ville si vous êtes dans une grande ville qui a sa propre station de radio. Donc un bon vieux radio-réveil comme ça à pile, ça ne demande pas beaucoup d'investissement, souvent vous en avez déjà un chez vous qui traîne. Les gens s'en servent d'ailleurs de moins en moins parce que vous mettez le réveil sur votre portable, donc ça peut se récupérer pour rien du tout. Idéalement un système à pile mais qui se branche quand même sur le secteur. Comme ça il peut rester branché continuellement avec des piles rechargeables qui permet donc en cas de coupure d'électricité d'avoir un système déjà chargé qui va nous durer longtemps. Les personnes qui ont un budget un petit peu plus conséquent vont pouvoir investir dans une radio à dynamo qui en plus souvent propose des options supplémentaires, par exemple le branchement en micro USB pour recharger des téléphones, ou bien ont une petite lampe LED qui est rajoutée, qui nous fait donc une lampe supplémentaire. Le deuxième sujet, ça va être la téléphonie. Rapidement, si on n'a pas de moyens pour recharger nos téléphones à batterie, on pourra plus s'en servir. Je ne vais pas vous dire d'investir dans un panneau solaire ou une petite éolienne pour recharger tous nos appareils électriques. C'est quelque chose dont je n'ai pas parlé, je ne parlerai pas plus dans cette vidéo. La production d'électricité, à moins d'investir un minimum, est quand même compliquée, à part le petit système de lampes solaires que je vous ai présenté. D'ailleurs, petit aparté, parmi les systèmes de production d'électricité, on peut avoir l'idée du groupe électrogène, mais l'inconvénient c'est que c'est un système qui est très bruyant et qui en plus va être dépendant de vos stocks d'essence. Donc c'est quand même deux inconvénients majeurs, mais bon, je ne vais pas parler plus de la production d'électricité dans cette vidéo-là. Ce que vous pouvez faire concernant la téléphonie, c'est par exemple d'avoir un dumb phone, un téléphone supplémentaire, qui lui donc va pouvoir rester chargé et nous servir en secours. Idéalement, on peut même avoir plusieurs batteries pour son téléphone, parce que souvent c'est des téléphones qui se démontent, et donc c'est facile d'avoir chargé et stocké des batteries de téléphone quelque temps. Bien évidemment en s'en servant régulièrement et en faisant des rotations pour que les batteries ne se vident pas. La question de la téléphonie reste quand même une thématique importante, surtout que c'est important de pouvoir conserver une communication avec nos proches en période de crise. Toutefois, attention à ne pas téléphoner sauf en cas d'urgence dans des périodes de crise, de façon à ne pas surcharger les réseaux téléphoniques qui sont systématiquement saturés à chaque fois qu'il y a un souci. Et de toute façon, la téléphonie, c'est un système qui peut quand même planter si trop de monde appelle dans une seule zone, ou qui peut même planter complètement si la crise se prolonge et s'étend à un niveau plus important que votre niveau local. Donc en remplacement, ou même pour d'autres situations, je peux que vous conseiller de prévoir un système de communication indépendant. Il y en a énormément, tout ce qui est CB, radio maritime, c'est quand même des systèmes assez lourds. Donc dans une logique, encore une fois, de petit budget et de simplicité, vous pouvez vous pencher sur des systèmes de talkie-walkie basiques. Une portée limitée à quelques kilomètres et en plus vos communications ne sont pas sécurisées. Quelqu'un qui se met sur la même fréquence pourra entendre ce que vous dites, mais ça peut servir à courte distance pour garder de la communication avec quelqu'un de votre groupe ou un proche qui est sorti à l'extérieur, et donc de pouvoir garder un contact si besoin. L'autre avantage des talkie-walkie, c'est qu'on aura un système indépendant, de préférence à pile,
AA ou AAA encore une fois, qui pourra durer aussi longtemps que notre stock, ou même aussi longtemps qu'on sera capable de recharger nos piles. Donc voilà, on arrive à la fin de cet épisode consacré à l'énergie et à ses usages. J'espère que ça vous aura intéressé, que ça vous aura peut-être donné des idées supplémentaires pour votre préparation, ou même donné une première base pour les débutants. Des solutions à mettre en place pour cette thématique, il y en a encore énormément, mais je ne pouvais pas tout aborder tout en restant dans notre cahier des charges de préparation urbaine à petit budget. Je profite de cette fin de vidéo pour vous rappeler qu'une page Facebook de la chaîne est actuellement disponible. Ça peut être pratique pour communiquer plus facilement entre nous, aussi bien en public qu'en privé, et également ça me permet de vous mettre des infos complémentaires ou pourquoi pas de parler d'autres sujets. Comme d'habitude, le lien est dans la description. Sur ce, je vous dis prenez soin de vous et à très bientôt les gars. Salut!